Bonjour à tous, émission spéciale ce matin sur France 3 Franche-Comté. Dimanche en politique a installé ses caméras ici, au cœur de la forêt de Chaux, pour une émission spéciale. Nous sommes sur le site magnifique des baraques du 14. Notre forêt comtoise est-elle un patrimoine en péril? C'est la question qu'on va se poser donc dans Dimanche en politique. À mes côtés, Jackie Favret, président de l'Union régionale des associations départementales de communes forestières. Merci d'être ici en forêt de Chaux avec nous. Également sur ce plateau à ciel ouvert, Étienne Delannoy, vous êtes le directeur départemental de l'Office national des forêts ici dans le Jura. Et puis Christian Dubois, délégué général, vous de Fibois BFC, Bourgogne-Franche-Comté. Fibois rassemble l'ensemble des entreprises de la filière bois. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous le savez, hein, comme d'habitude, cette émission c'est aussi la vôtre. Vous pouvez la commenter sur les réseaux sociaux avec le mot dièse DIMPOL FC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors messieurs, il y a les fameuses scolites qui s'attaquent aux épicéas, il y a ces hêtres qui dépérissent à cause de la sécheresse qui s'attaque aussi désormais aux sapins, il y a la calarose qui s'attaque aux frênes, il y a aussi la fameuse spirale du buis. Étienne Delannoy, comment elle va aujourd'hui la forêt comtoise? On a l'impression qu'elle est un peu attaquée de toutes parts. Oui, vous l'avez dit, la forêt subit des sécheresses répétées depuis plusieurs années, des canicules, et effectivement, ça a comme conséquence de faire proliférer un certain nombre d'insectes. Vous avez parlé du scolite, qui est un coléoptère endémique, mais qui devient épidémique lorsque les arbres sont affaiblis et que la forêt souffre. Et donc c'est ce qui provoque notamment les dépérissements sur l'épicéa. Certains parlent de catastrophe sanitaire, en particulier dans notre région. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce descriptif? On atteint des volumes de bois dépérissants du fait du scolite qui sont importants, qui, si cela continue dans les années à venir, 2020-2021, vont dépasser les bois qui ont été couchés par la tempête de 99, dont on va commémorer, disons, les 20 ans. Et la difficulté, c'est que c'est un phénomène qui est beaucoup plus évolutif qu'une tempête qui se produit en 3 jours et dont on peut réparer les dégâts assez rapidement, même si ça a pris du temps. Tandis que là, la sécheresse, la multiplication des dépérissements fait que voilà, la forêt souffre dans la durée. Christian Dubois, Monsieur Delannoy nous l'a dit, il y a des volumes très importants de bois qui sont touchés. Comment s'adapte la filière bois, et notamment les scieurs? Alors, jusqu'à maintenant, on va dire que c'est la solidarité qu'a joué au sein de la filière, notamment au niveau des scieries. On a fait des gros efforts sur le massif du Jura pour absorber en priorité les bois scolités. Donc, on va dire aujourd'hui plutôt voilà, une démarche de solidarité. Mais comme le disait M. Delannoy, si les volumes continuent à augmenter en bois scolité, ça deviendra un petit peu plus compliqué à gérer. Donc, il faudra réfléchir aussi à faire partir des bois vers des régions qui aujourd'hui sont en manque. C'est-à-dire on pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine, qui a été touchée par plusieurs tempêtes successives, la Bretagne qui a subi aussi des attaques de scolites sur des variétés présentes dans la région. Et donc l'idée c'est le surplus de bois qui ne pourra pas être transformé ici localement, de l'expédier dans l'ouest de la France où l'industrie a des besoins. Jackie Favret, évacuer tous ces bois touchés, c'est un énorme défi aussi pour les communes et pour tous ces maires qui gèrent des parcelles de forêt communale. On sait qu'il y a énormément de communes concernées en Franche-Comté. Alors c'est pas tant le rôle de la commune d'évacuer les bois, puisque la gestion de nos forêts est assurée par notre gestionnaire unique, l'Office national des forêts. Donc c'est plutôt cette structure-là qui a la charge d'évacuer les bois, enfin d'essayer de les mobiliser. Les communes, elles ont un rôle de décision. Donc elles décident si d'abord elles souhaitent mobiliser et comment. Et ensuite, c'est plus à l'office et à la filière donc d'organiser un petit peu la destination des produits. Mais ça pose des véritables problèmes pour beaucoup de maires quand même. Il y a beaucoup d'interrogations chez les élus, plus que de l'interrogation. Il y a des demandes diverses et variées, des questionnements, et puis, dans certains cas, un petit peu de désespoir, parce qu'on sait le poids de la recette liée aux ventes de bois dans le budget des communes forestières, bien sûr.
Étienne Delannoy, on parle d'exfiltrer les bois malades. On sait qu'il y a eu un arrêté préfectoral durant l'été qui obligeait les propriétaires publics et privés à évacuer les bois malades pour éviter que notamment les scolites se développent. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non, le problème c'est que la majorité des peuplements est impactée par cette épidémie. Et effectivement, il n'est pas simple de sortir les bois. Le premier travail des agents qui sont sur le terrain en permanence, c'est de repérer les arbres, repérer les foyers, essayer de trouver les exploitants pour sortir les bois de la forêt, et après arriver à les commercialiser. Donc, comme ça vient d'être dit, la commercialisation est délicate, puisqu'il y a un afflux de bois déprécié sur le marché. Et donc, les bois ont parfois tendance à stagner en forêt ou en bord de route. Or, il faut les sortir rapidement, puisque les bois se dégradent. Et du bois qui sèche, évidemment, n'a pas une durabilité importante en forêt. Alors, il y a un problème très particulier des scolites qui touchent plutôt donc les épicéas, les résineux. Mais alors ici, on est en forêt de chaux. Il y a aussi, pourtant, c'est plutôt une zone humide, on va dire, en tout cas, très bien. Enfin, l'eau arrive plutôt facilement ici. Et pourtant, on a aussi des feuillus qui commencent à être touchés. Toutes les essences sont impactées par le réchauffement et par la sécheresse. C'est pas parce que vous êtes dans une zone humide que l'arbre a des facilités à s'alimenter en eau, puisque vous pouvez avoir des horizons dans le sol qui sont imperméables. Et l'eau n'est pas forcément présente l'été. Vous pouvez avoir des difficultés pour les racines à s'alimenter en eau. Et donc effectivement, vous avez des essences qui sont plus ou moins adaptées selon l'altitude, selon la pluviométrie. Et on s'interroge sur le hêtre notamment, qui est une essence submontagnarde, c'est-à-dire qu'elle a plutôt une écologie qui est favorisée par la montagne et la pluviométrie, mais qui a été répandue en plaine. On est en forêt de chaux, donc dans une forêt de plaine, et on s'interroge sur la pérennité de cette essence effectivement dans ce massif. Christian Dubois, on a évoqué l'exigence d'évacuer tous ces bois aujourd'hui, et du coup, comme il y a beaucoup de bois à vendre, les prix s'effondrent. Il est de quel ordre le manque à gagner? Vous l'avez chiffré sur la filière? Alors, le manque à gagner, aujourd'hui, on a évalué alors sur l'ensemble du quart nord-est à plus de 60 millions d'euros les pertes, donc essentiellement pour les propriétaires forestiers, hein, avec, comme vous l'avez dit, une baisse des cours qui peut être importante suivant les qualités de bois. Il faut différencier les gros bois où on a encore possibilité de tirer une partie, et puis les petits bois qui sont destinés à la papeterie ou à l'industrie, le bois d'industrie, où là les marchés sont saturés complètement. Hein. Sur le bois qui sert à la construction, par exemple, on a l'habitude de dire c'est 30% la baisse des tarifs, c'est ça? Alors je sais pas, je pense que du côté de l'office, on sera mieux placé pour parler. Étienne Delannoy confirme à peu près. Ouais. Oui. Mais voilà, le problème aujourd'hui se pose vraiment sur les bois qu'on appelle le bois de trituration, hein, qui va soit vers les papeteries, non, c'est ça, alors la papeterie ou le panneau. Alors la papeterie, ça pose un problème parce que c'est des bois qui ont changé de couleur. Il y a un bleuissement après l'attaque du bostridge, et donc là, c'est des produits qui vont plus pour la papeterie. Il faut du papier et du bois blanc. Et puis sur la trituration, ça c'est un engorgement des chantiers d'appro, quoi. Et puis après, vous l'avez dit sur les spécificités des usages du bois. Moi, je sais que j'ai fait un reportage cet été avec des agents de l'ONF dans le Doubs qui nous montraient un arbre dont le bois pouvait servir à faire des targes. Vous savez, c'est pour la boîte à Mandor. Et je crois que ce sont des arbres qui peuvent se vendre plus de 200 € le mètre cube. Et là, il valait 12 €. Enfin, effectivement, pour le manque à gagner est énorme. Oui, non, mais c'est sûr que quand on se retrouve, mais c'est le marché d'économie, quand on a un surplus de matière sur un marché, forcément, ça perturbe les cours. Dites-moi, il y a des conséquences d'ores et déjà sur l'emploi dans la filière ? Non, les conséquences, aujourd'hui, les entrepreneurs des travaux forestiers sont mobilisés, donc avec des machines, l'exploitation mécanisée tourne à 100%. Les craintes, c'est plutôt pour l'avenir, quand on aura récolté tous ces bois, se dire maintenant, et on risque d'avoir un creux d'activité, surtout sur le secteur de l'exploitation forestière. Et on peut stocker ?
Alors, les bois scolités, ils se stockent pas, hein, des bois secs se stockent pas. On va plutôt stocker des bois verts. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre avec la mise sur le marché entre les bois verts et les bois scolités, sachant, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut aussi penser aux revenus des communes et des propriétaires. Voilà. Et du coup, on se tourne naturellement vers Jacques Fabré. Effectivement, les communes ont été solidaires entre elles. Je sais que notamment dans le Doubs, ça s'est fait aussi dans le Jura. Les communes forestières se sont mises d'accord pour essayer de retenir le bois vert, pour écouler tous ces bois qui étaient touchés, c'est ça? Alors, solidaire et responsable, hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça va bien de pair. Mais pas que les communes, si vous voulez. Je crois que ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'on est au travail depuis plus d'1 an déjà. Si on peut aujourd'hui donner des chiffres, que ce soit en volume, que ce soit en essence, que ce soit en espace, donc en surface, c'est parce qu'on est au travail. Quand je dis on, c'est l'ensemble des maillons de la filière. Et cette solidarité, mais aussi cette responsabilité, fait qu'on se concerte, on prend non pas des décisions, mais des orientations partagées. Et il est clair que si l'aval de la filière se porte mal, ben ça va se répercuter à l'amont. Et donc on a tous intérêt à s'entendre. Mais s'entendre toujours, comme je viens de le dire, à la fois responsabilité et responsabilité. Mais Étienne Delannoy le disait en début d'émission, ce n'est pas comme une tempête, c'est évolutif. Est-ce que les communes peuvent tenir dans le temps? Alors, ça c'est difficile à répondre parce que chaque commune est un cas particulier. Ça dépend de la taille de la commune, ça dépend du poids de la recette forestière dans le budget général, ça dépend des projets qui sont en cours ou qui sont à 2 doigts d'aboutir. Donc ça dépend d'un tas de critères. Et les petites communes auront plus à souffrir de cette situation parce qu'il n'y a pas d'autre niche que la forêt, quand elles en ont, et la forêt de production, que la fiscalité et que les dotations de l'État. Donc, la fiscalité sur une commune de 200 âmes, le levier, il n'est pas très important. Mais dans certaines communes, les recettes forestières représentent une part très importante du budget, 30, 40, voire plus % du budget total. Comment à un moment, on peut plus assurer la pérennité du budget municipal? Il faut faire des choix, non? Bien sûr, mais tout dépend si cette situation s'installe de manière durable. Et ça, on n'a pas encore de réponse s'agissant des scolites, même s'il y a de chances à parier que l'année prochaine, on va encore avoir des soucis. S'agissant du dépérissement, c'est beaucoup plus compliqué, surtout sur le hêtre, parce que c'est quelque chose qu'on découvre. Hein, c'est qu'on découvre. Alors, encore une fois, c'est pas facile de répondre à votre question, parce que chaque commune est un cas particulier. Et si, effectivement, cette situation s'installe dans la durée, là, il va y avoir de gros problèmes. Mais ce que l'on peut dire, si c'est une récolte ou 2 récoltes, c'est-à-dire 1 année, 2 années. On est à 2 années là, on va dire. On devrait trouver les beaux moyens. Ça s'est produit à la tempête, hein, donc voilà, de 99. Par contre, si ça doit s'installer dans la durée, là, il va falloir réfléchir. Étienne Delannoy, l'ONF évidemment prend en compte ces contraintes des propriétaires pour organiser tout cela. Oui, bien sûr. L'intérêt, c'est que la forêt publique est organisée. Donc, effectivement, comme l'a dit Jacques Favré, il y a un gestionnaire unique qui est l'Office national des forêts. Mais il y a aussi des propriétaires privés qui sont regroupés dans des associations de communes forestières départementales et régionales. Et donc, on arrive à discuter au quotidien ensemble. Et donc, on a élaboré cette stratégie ensemble d'essayer de réduire l'offre de bois frais pour substituer à ces bois frais des bois scolités, puisque l'urgence, c'est de sortir ces bois dépérissants et scolités de la forêt. Quitte à s'asseoir, entre guillemets, sur des revenus, là on est à la deuxième année consécutive. Donc cette stratégie, effectivement, a permis de maintenir les cours des bois frais, de limiter les taux d'invendus à des pourcentages, disons, corrects dans les ventes publiques. Et effectivement, on est intervenu auprès des communes en accord avec l'association des communes forestières pour essayer de désigner moins de bois frais sur l'année prochaine. On a essayé de réduire l'offre, notamment en gros bois, de l'ordre de 40% pour ne marteler, l'opération de martelage c'est l'opération de désignation des bois, que 60% de ce qu'on appelle un état d'assiette, une prévision de coupe normale.
ça a été accepté par les communes. Dites-moi, j'ai rencontré des maires des maires de communes forestières qui commencent à dire, moi, les revenus de la forêt, ça sert à mon budget de fonctionnement, à faire tourner mon école, par exemple. Et si la situation perdure, eh bien, je ne sais pas, par exemple, si je lancerai le chantier. Et donc, il dit peut-être que cette crise sanitaire-là va avoir des conséquences sur, par exemple, le travail du secteur du BTP dans les années qui viennent. Mais surtout, parce que vous avez bien compris tout à l'heure, j'ai dit quelles étaient les sources de financement de nos communes, donc les recettes. Hein. Il y a 3 types de recettes essentiellement, hein. Dotation globale de fonctionnement, fiscalité, et puis pour les communes qui ont du bois, forêt. Les autres communes ont trouvé d'autres voies, l'immobilier, les entreprises, mais il ne faut pas se leurrer. La DGF, comme la recette forestière, n'est pas affectée. Dotation globale de fonctionnement, ce que donne l'État à chaque commune selon la population, je précise. Tout à fait. N'est pas affectée. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien accepter que cet argent-là serve à financer des projets pour nos concitoyens, donc que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau de l'école ou autre chose. Et bien évidemment, les premières coupes qui auront lieu, ce sera sûrement sur ces investissements. Christian Dubois, on parle là de l'amont. Vous, en aval, la filière bois, vous faites aussi des efforts pour traiter en priorité les bois malades? Alors oui, effectivement, l'idée c'est de travailler sur l'utilisation de ces bois scolités. Et on est un petit peu pilote dans notre région à ce niveau-là. On a la ressourcerie à Mèche qui est en train de se construire. Et donc l'idée, en partenariat avec les communes forestières, c'était d'essayer de réfléchir pour consommer des bois scolités sur ce projet. On a aussi 2 autres projets qui sont sur lesquels on travaille aujourd'hui, sur un groupe scolaire et puis une plateforme de stockage de bois énergie. Donc l'idée c'est d'utiliser ces bois sur des projets, ce qui ne se faisait pas avant. Dites-moi, vous êtes sieur, fils de sieur, petit-fils de sieur, je crois, dans le Haut-Doubs. Oui. Comment vous voyez la crise quand vous en parlez en famille? Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que finalement c'est des crises qui arrivent régulièrement? Alors, on peut dire que les crises de scolytes, on en a connu par le passé. Le fait marquant, c'est que ça se répète quand même assez souvent. Ça vient. Là, on est 2 années de sécheresse consécutives. On voit que tous ces phénomènes, ils sont à un cadencement de plus en plus rapproché. Et on sent quand même une inquiétude, au sein de la filière, en se disant maintenant, il faut qu'on se questionne sur comment on va évoluer dans le temps avec ces nouveaux paramètres. Étienne Delannoy, vous confirmez si on regarde en arrière, on est sur un phénomène dont la récurrence devient inquiétante? Oui, c'est ça qui effectivement est préoccupant, c'est la répétitivité depuis, je dirais 2015, d'automnes extrêmement secs, qui ne sont pas compensés par les pluies hivernales, puisque les arbres profitent quand même assez peu de la pluie en hiver. Mais effectivement, on est quand même très inquiet par rapport à ce qu'on nous annonce en termes de réchauffement climatique, et l'adaptation de la forêt est une vraie préoccupation puisqu'on travaille sur le long terme et on ne change pas les choses en quelques années. On est quand même un peu, je dirais pas dépassé, mais en tout cas inquiet sur effectivement la rapidité du phénomène. Alors, la grande question, c'est que faire ? Est-ce qu'il faut réfléchir à changer notre modèle de sylviculture? Est-ce qu'il faut se tourner vers d'autres espèces? J'imagine que ces questions-là, vous les posez à l'ONF. Oui, il faut essayer de gérer une forêt pour qu'elle soit plus résiliente, qu'elle résiste mieux au stress, aux chocs climatiques, aux tempêtes. Donc la réflexion, elle a déjà été entamée, elle existait déjà, mais elle a été mis sur le devant de la scène après la tempête de 99, puisque les renversés nous ont incités à faire des forêts plus claires, des arbres sans doute plus équilibrés, des forêts peut-être moins régulières, plus jardinées. Et donc on essaye de promouvoir la diversité des espèces, sachant que la forêt française européenne ne comporte pas énormément d'espèces intéressantes, parce que le résineux, c'est une espèce traditionnelle qui avait un marché, qui se vendait bien, donc l'épicéa, le sapin,
Une fois que vous avez enlevé ces 2 essences, dans le Jura en tout cas, hein, vous n'avez plus grand-chose. Et Même en dès qu'on feuillu, monte dans le Doubs, par exemple. Ouais. voilà, et en feuillu, vous êtes sur le chêne, sur le hêtre. Vous l'avez dit, le frêne est atteint par un champignon qui s'appelle la calarose. D'autres essences qui ont pu avoir leurs heures de gloire ne sont plus demandées, comme le merisier par exemple. Et puis après, vous avez des essences secondaires qui sont peu valorisables en bois d'œuvre. Et donc voilà, quelles essences faut-il mettre? Donc on est en train de travailler sur des provenances peut-être plus méridionales, voir si effectivement on peut introduire dans des forêts comme celle du Jura des provenances méditerranéennes, voire des espèces, des essences qui sont pour l'instant peu présentes ou pas du tout présentes sur le territoire. Jackie Favret, sur ces questions de l'avenir de la forêt, j'imagine que les maires de communes forestières, ils sont sensibles aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de nos forêts demain? On est très sensible, bien sûr, mais vous avez bien compris, on partage le constat qui vient d'être fait là, et je crois qu'il est partagé par l'ensemble de la filière, et maintenant même la société civile, plus ou moins. On pense que la sylviculture qui a été conduite jusqu'à ce jour, elle est la réponse quelque part à des attentes de la société ou des orientations. Hein. On manquait de bois de construction après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, donc il fallait bien qu'on fasse quelque chose pour donner à la France les moyens d'être pas autonome en termes de production de bois, mais d'avoir les bois dont elle avait besoin. Donc je dis ça pour ne pas qu'on mette le spot là sur la gestion qui était conduite. Elle était décidée, et je pense que tout le monde était d'accord. Moi, je suis assez confiant, parce qu'il y a des solutions. Étienne Delannoy en a évoqué certaines, donc il y a des solutions. Par contre, il va falloir décider à un moment donné de savoir qu'est-ce que l'on fait. Donc tout ce qui était dit, la résilience, on est tous d'accord là-dessus, donc je ne veux pas revenir sur ce qu'Étienne a dit, mais voilà, nous on partage le constat, on est assez d'accord avec les solutions qui sont avancées, et surtout, on fait confiance aux hommes, aux chercheurs, aux techniciens, aux ingénieurs. Un mot peut-être, est-ce que les propriétaires de forêts, et en particulier les communes, puisque vous êtes président de l'association régionale des communes forestières, ont les moyens d'investir aujourd'hui dans la forêt? Parce que si les recettes forestières baissent, est-ce qu'il y a encore de l'argent pour investir justement pour régénérer la forêt? Oui, alors, on réfléchit bien sûr sur ce qu'il va falloir faire, ça vient d'être dit. Donc on a identifié 3 situations. La situation où la forêt a la capacité à se régénérer, même après ce qui nous arrive, donc, et là on va laisser faire la nature. Il y a une deuxième situation où ce sera un petit peu plus compliqué, donc il faudra un petit accompagnement, ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Et il y aura la troisième situation où vraiment là on ne sait pas quelle sera la bonne essence, et si vraiment il faut s'acharner, faire de l'acharnement. On ne fera pas d'acharnement thérapeutique. Mais encore une fois, les communes investissent dans leur forêt parce qu'il en va d'un intérêt particulier de la commune, donc du propriétaire, mais aussi de l'intérêt général. On a la filière, on a toutes les aménités apportées par la forêt. Personne n'en parle, ça, mais tout ce travail qui est conduit par l'homme en forêt, ça sert l'ensemble de nos concitoyens et même toute l'humanité. Donc il va falloir continuer à investir en forêt, et si les communes seules ne peuvent pas le faire, ça sera sûrement le mot de la conclusion de tout à l'heure, il faudra trouver d'autres moyens. Christian Dubois, la filière aussi, évidemment, est très intéressée par ces recherches et réfléchit aussi à travailler de nouvelles essences éventuellement qu'on plantera dans la région pour la construction bois ou autre chose. Oui, alors donc c'est vrai que depuis l'été dernier, on a mis en place une cellule de crise, ça a été dit, on a réuni autour de la table toute la filière, et puis là depuis le début de l'année, on a un groupe de travail sur le changement climatique qui met aussi autour de la table tous les acteurs de la filière, que ce soit la gestion forestière, les propriétaires, les chercheurs, et puis pour commencer à travailler justement sur ces réflexions. Alors les nouvelles essences, oui, bien sûr, c'est les préoccupations. On parlait de l'épicéa
qui était majoritairement utilisé dans la construction. Aujourd'hui, on travaille sur l'utilisation des feuillus dans la construction. Donc il y a déjà eu des essais avec le hêtre notamment. Parce qu'il faut s'adapter à des propriétés mécaniques du bois différentes. Voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est des nouveaux modes de construction. Donc c'est des nouveaux modes de construction, c'est des nouvelles techniques, mais c'est aussi des nouvelles normes à créer, hein, puisqu'on ne sera pas sur les mêmes résistances de matériaux, mais on avance dans ce sens-là. Vous êtes aussi optimiste que votre voisin de droite ? Oui, parce que on sent que on a parlé de la tempête tout à l'heure. C'est vrai que c'est toujours des moments qui sont difficiles pour une filière parce que c'est un choc émotionnel, c'est un choc économique. Mais derrière, il y a toujours une remise en question et puis on va dire qu'on rebondit pour essayer de faire mieux, se corriger et puis s'adapter pour évoluer, quoi. Étienne Delannoy, vous êtes d'accord ? Finalement, c'est peut-être une chance ? On va peut-être réfléchir davantage à... Je suis allé trop loin. Il est optimiste, Jackie Favret, mais pas trop quand même. Non, je dirais pas que c'est une chance. Honnêtement, en tant que forestier, enfin, je parle au nom de mes collègues qui tous les jours voient leur travail depuis des années qui dépérit en quelques jours. Je peux pas qualifier ça de chance. C'est l'occasion de peut-être réfléchir à encore plus. Oui, mais on a toujours réfléchi. Après, voilà, ça nous fait effectivement réfléchir à des moyens nouveaux, notamment de détection, d'outils, puisque par exemple les scolites, on a essayé de les repérer avec de la télédétection, des outils lidar, des drones, etc. Il va falloir qu'on révise les aménagements forestiers puisque la forêt elle est gérée sur le long terme avec un plan de gestion sur 20 ans. Donc il faut qu'on imagine des dispositifs plus mobiles, plus réactifs, d'aménagement continu. Voilà, il faut qu'on module notre gestion pour tenir compte de cette évolution qui est quand même beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Et il faut reconnaître, il y a 20 ans, on n'en parlait pas, quoi, ou peu. Et voilà, c'est le cycle de sécheresse depuis 5 ans qui, effectivement, nous fait réfléchir. Donc, moi, je suis d'un naturel moins optimiste, mais de toute façon, il y aura toujours de la forêt. Est-ce que si on a un climat méditerranéen, on n'aura pas un jour une forêt méditerranéenne? J'en sais pas. Je vous arrête, il faut qu'on rende l'antenne. Merci à tous, un grand merci à l'association des villages de la Forêt de Chaux qui nous a accueillis. Bon dimanche à tous.